Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. L'Artsakh, cette enclave arménienne en Azerbaïdjan, subissait depuis plusieurs mois un blocus azéri et a été pris d'assaut le 19 septembre dernier. Isolée dans ce conflit à l'international, dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'enclave arménienne du Haut-Karabakh a été battue en moins de 24 heures. Depuis, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont quitté la région où elles vivaient depuis des siècles pour rejoindre la République d'Arménie voisine. Exactement 120 000 réfugiés ont fui l'invasion azérie de leur propre chef. Et pour bien comprendre la situation, rappelons que l'enclave séparatiste du Haut-Karabakh a été peuplée de 99% d'Arméniens. C'était un territoire frère de l'Arménie voisine, bien que territorialement et internationalement en Azerbaïdjan. Nous sommes avec Armand Alexanian qui revient justement d'Arménie. Bonjour. Bonjour Baudouin et merci de votre invitation. Et bonne fête. Merci, c'est décidément vraiment ma fête aujourd'hui et merci à vous tous qui me l'a souhaité. Alors Armand Alexanian, vous êtes ancien directeur d'Omerta Média et fondateur d'un nouveau média, Témoin, qui sera lancé justement avec ce documentaire sur l'Arménie et cette crise des réfugiés. Alors quelle est l'ampleur de l'arrivée de réfugiés artsakhites, donc ces habitants d'Artsakh? Il faut comprendre que sur place, en me rendant en Arménie, je suis d'abord allé à Goris. Goris qui est la première ville qui accueille aujourd'hui tous ces réfugiés arméniens, des milliers de réfugiés arméniens. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui continuent à vivre dans des tentes, provisoirement, parce qu'ils ne sont pas encore logés. C'est un afflux vraiment très très important. Il y a énormément de voitures qui arrivent chaque jour. Les gens partent uniquement avec leur voiture. C'est-à-dire que la plupart des gens, des témoignages que j'ai recueillis, n'ont vraiment rien pris. C'est-à-dire qu'ils sont montés dans la voiture et ils sont directement filés vers le territoire arménien. Il y a des gens qui sont partis d'un instant à l'autre où ils ont chargé le toit. Comment ça s'est passé parce que il y a vraiment une panique d'être victime d'exactions de la part des Azéris. Il y a eu une panique d'être victime des exactions, mais des exactions qui ont eu lieu, selon de nombreux témoignages. C'est-à-dire que, pour vous résumer la situation, l'Arménien au Karabakh est vu comme un cafard. Élise Bogossian, qui est responsable d'une ONG, le traduit très bien. C'est-à-dire que les Arméniens sont vus comme des rats, comme des cafards. C'est des caricatures qui ressemblent un peu à celles qu'on a pu entendre dans les années 30 envers le peuple juif. Et le but était d'humilier quotidiennement, durant ce blocus, des Arméniens qui étaient privés d'eau, qui étaient privés de nourriture, parce qu'il y a un manque de ressources finalement qui s'est traduit. Et il y a une fuite qui s'est organisée massivement. Donc massivement, une fuite d'Arméniens qui sont partis en laissant vraiment derrière eux tout ce qu'ils avaient comme bien. Je pense notamment à ce papy qui me disait qu'il avait abandonné la tombe de son enfant, donc qui était enterré près de la maison ancestrale, puisque c'est des Arméniens de cette région vivent là-bas depuis des milliers d'années. Donc ils ont dû abandonner vraiment tout leur patrimoine, tous leurs souvenirs aussi. La tombe de son enfant, c'est quelque chose qu'il a énormément remarqué, et il a dû détruire la pierre tombale de son enfant pour pas que les Azéris arrivent à retrouver le corps. D'accord, et pour la cacher, oui, pour éviter qu'elle soit profanée. Alors, on parle souvent des exactions dont sont victimes les artsakhites. En 2020, on avait parlé de dénucléation, de yeux crevés, d'oreilles coupées. Est-ce que ça, c'est une réalité? Est-ce que vous avez pu constater ça sur le terrain en vous rendant en Arménie avec ces réfugiés? Alors, la chose la plus dramatique à laquelle j'ai pu assister là-bas, ce sont des enfants qui ont été molestés, qui ont été agressés sexuellement. C'était très compliqué de leur parler, parce que ça reste des enfants, c'était très compliqué de recueillir leurs témoignages. Donc, on a pu avoir certains témoignages d'adultes, du moins responsables de ces enfants-là. Mais oui, c'est une réalité. On ne quitte pas volontairement une maison, encore une fois, que je disais, ancestrale, des terres ancestrales, du jour au lendemain, alors que tout va bien. Aujourd'hui, l'argument principal des Azéris, c'est de dire que les Arméniens sont partis de leur plein gré. Mais on n'abandonne pas, encore une fois, toute sa vie de plein gré comme ça, du jour au lendemain. Ouais, est-ce que vous avez d'autres exemples de témoignages terribles comme ça pour prendre compte, pour réaliser l'ampleur des exactions? Alors, ce qu'on m'a beaucoup témoigné, c'est des humiliations surtout quotidiennes, des crachats lorsqu'on les voit, on les pousse, des coups de poing, de la violence gratuite en pleine rue, des humiliations, des tags sur les maisons. Il y a des maisons, d'ailleurs sur le télégramme azerbaïdjanais, on peut le voir. On voit des militaires, par exemple, tirer à la Kalachnikov sur une maison, se réjouissant que des Arméniens l'aient quittée. Donc voilà, c'est de la pression quotidienne, c'est surtout ça. Et des humiliations réellement quotidiennes qui pouvaient porter atteinte à leur vie. Et vous parlez d'enfants victimes de viol? Complètement. Qui ont été agressés sexuellement par des Azéris. Alors, c'était très compliqué, encore une fois, d'avoir leur témoignage, donc c'est très confus, parce que c'est des enfants, ils ne comprennent pas forcément non plus les actes qu'ils ont subis. Mais oui, complètement, c'était des humiliations, parce que l'Arménien, encore une fois, est un cafard, donc on peut
on peut se permettre tout ce qui est inhumain envers lui. Alors, et comment on gère l'Arménie face à cette quantité de réfugiés? 120 000, c'est énorme pour un petit pays comme l'Arménie. Alors c'est énorme et en même temps, il y a une solidarité incroyable qui s'est faite en Arménie. Je pense notamment à cet hôtelier à Etchmiadzin qui a complètement réservé son hôtel pour les réfugiés. Donc aujourd'hui, il est en totale perte d'activité. Il a complètement stoppé ses activités pour recueillir ces réfugiés qui aujourd'hui sont nourris là-bas, qui sont logés. Après, il se pose d'autres problématiques comme les vêtements et autres. Ça, dans le cadre du documentaire, on a quand même pu apporter aussi une aide humanitaire. Donc, on leur a ramené des vêtements chauds, notamment grâce à nos amis de SOS Chrétiens d'Orient qui ont apporté une aide sur place. Mais aujourd'hui, il y a un élan de solidarité surtout populaire. C'est surtout les gens qui n'hésitent pas à partager même. J'ai vu un studio partagé à 8. Donc ils accueillent des familles, vraiment c'est très spontané et il y a une générosité incroyable. Malgré ça, il reste encore quelques familles qui habitent dans les tentes. Ça c'est quelque chose que j'ai pu constater, des tentes à même le jardin, très vétustes. Et on sait quelle part de ces réfugiés sont relogés à l'abri et quelle partie est encore... quelle quantité de réfugiés est encore sous des tentes comme ça? Alors ça c'est la problématique justement du fait d'avoir un exode aussi massif, c'est qu'aujourd'hui de ce que j'ai pu voir, le gouvernement arménien n'a pas encore réussi, en tout cas du moins, à vraiment formaliser la situation. D'accord. Et alors, en termes politiques, ou du moins sur le ressenti de la politique des choix de Nicole Pachinian, les Arméniens sont en colère, ils comprennent l'abandon de l'Artsakh, ou pour eux c'était une démission. Alors, il faut savoir que le soir à Yerevan, malgré que ce soit une ville plutôt occidentale, on a l'impression que c'est une capitale européenne. Le soir, on parle que de politique. Donc voilà, c'est vraiment, il y a que ça dans les diverses discussions qu'on peut retrouver. Et les Arméniens sont plutôt critiques en réalité sur les choix de Pachinian pour plusieurs raisons. Tout d'abord, d'un point de vue géopolitique, ils trouvent que l'abandon de l'Artsakh est vraiment une honte absolue. Là-dessus, je peux même vous dire, il n'y aura jamais de Lampedusa arménien. Parce que les Arméniens sont prêts à mourir pour leur terre. La plupart étaient résignés et voulaient rester en Arménie, quitte à en mourir. Ils ont conscience également de la suite. Ils pensent réellement que le territoire du Sundjuk du Sud sera dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, envahi également. Mais ils sont prêts à y rester, à se battre jusqu'au bout. Et ils sont effectivement très critiques envers cet abandon. Est-ce que vous pouvez préciser ce territoire au sud qui est menacé également? Exactement. Ils ont conscience que, in fine, ça pourra être attaqué. Oui, vous pouvez rappeler ce projet azéri d'agrandir et de relier une autre enclave azéri, le Nakhitchevan, c'est ça? Il y a deux objectifs, effectivement, rallier cette enclave, mais également créer un corridor jusqu'à la Turquie. D'accord. Alors, est-ce qu'on sait un peu à quoi s'en tenir? Est-ce que les Azéris déplace de nouveau des troupes en vue d'une attaque comme on l'a pu y assister avant l'attaque sur l'Artsakh? Complètement, il y a des troupes aujourd'hui qui s'amassent au bord de la frontière, donc à la frontière arméniano-azerbaïdjanaise désormais, ancien territoire de l'Artsakh. Il y a des troupes qui s'amassent. Les Arméniens ont vraiment conscience d'une attaque imminente. Moi j'ai pu assister à des camps d'entraînement civil, donc c'est des civils qui s'entraînent aujourd'hui au maniement des armes. Ils ont conscience de cette attaque et ils se forment au mieux en se préparant à cette attaque. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur esprit. Et on a assisté également avec cette attaque azéri à un retournement d'alliance en quelque sorte. L'Arménie est en train de se tourner définitivement, on va dire, vers l'Union européenne et les États-Unis. Pour quelle raison? Alors ça, c'est assez complexe, mais effectivement, l'Arménie a également fait un choix qui était celui de faire un double jeu pendant un temps. Je m'explique, elle était effectivement alliée de la Russie, et en même temps, elle faisait du pied à l'Occident et à l'Union européenne. Le problème de cet entre-deux, c'est qu'en fait, la Russie a finalement été elle a été surtout uniquement spectatrice des événements sans y intervenir. Je pense notamment au moment où il y avait le blocus du corridor de la Chine. Elle était uniquement spectatrice. Aujourd'hui, l'Arménie est complètement, en tout cas les habitants du moins, sont complètement tournés vers l'Occident. L'appel d'ailleurs et l'aide proposée par la France avait fait un grand écho au sein de la population arménienne. Ils sont complètement tournés vers l'Occident. Alors est-ce que vous pouvez décrire du coup comment a été reçu cet appel à l'aide envers la France? De deux manières. Ils étaient dans un premier temps très heureux, réellement. Il y a une solidarité et une amitié franco-arménienne qui existe depuis des années. Il y a 600 000, je crois, Arméniens en France, enfin, de personnes d'origine arménienne. Il y a une grande diaspora en France. Ils étaient très contents de recevoir ces mots d'Emmanuel Macron. Cependant,
Il faut quand même nuancer. Cependant, ils n'y voyaient pas quelque chose de concret et pas une aide concrète. D'accord, il y a pas non plus d'immenses espoirs envers l'aide de la France. Non, beaucoup d'Arméniens pensent qu'aujourd'hui, ils doivent surtout compter sur eux-mêmes. Mhm. Mais alors, est-ce que, alors militairement et géopolitiquement, comment est en train de s'armer l'Arménie, le pouvoir arménien, et est-ce que cette alliance, nouvelle alliance ou collaboration avec les États-Unis pourra déboucher sur le point de vue concret militaire en termes d'armement? Ça, je pourrais pas vous répondre. En tout cas, militairement, oui, elle est en train de s'armer. Oui, elle a enfin, si je puis dire, enfin compris qu'il n'y avait pas d'autre alternative. C'est vraiment cette question qui est cruciale, c'est qu'aujourd'hui, l'Arménie comprend qu'elle n'a pas d'autre alternative que de s'armer et de se défendre. Il y a ce qui est dénoncé de toute façon par la majorité de ces réfugiés et même d'Arméniens à Yerevan, c'est cette volonté d'épuration ethnique. Ils ont conscience que le but des Azéris est d'effacer l'Arménie de la carte, l'Arménie et la culture arménienne. Pour preuve, la cathédrale qui est en Artsakh, qui est devenue aujourd'hui une mosquée. Alors ce n'est pas un conflit religieux, c'est surtout ethnique. Le but est réellement d'effacer ethnico-culturellement l'Arménie. Et alors, pourquoi l'effacement de pourquoi la transformation de cette cathédrale en mosquée, si ce n'est pas seulement religieux? C'est surtout culturel. L'Arménie, culturellement, c'est le premier pays chrétien, c'est le premier peuple chrétien. Le but est aussi d'effacer complètement l'histoire de l'Arménie. Aujourd'hui, sur les territoires anciennement occupés par les Arméniens, en Azerbaïdjan, on efface absolument toute trace d'Arméniens. On a changé, par exemple, le nom des rues, qui étaient des noms de grandes personnalités arméniennes, qui sont devenues celles d'un dictateur, notamment azéri. Ouais. Et est-ce que vous avez également eu des témoignages d'Azéris qui se sont, enfin de la part de réfugiés arméniens, d'Azéris qui ont commencé à s'en prendre au patrimoine religieux? Est-ce que ça a déjà commencé en Artsakh? Ça a complètement commencé. En Nakhitchevan, on a vu que des cimetières avaient été rasés pour faire des centres, d'autres constructions azéris. Donc dans le Nakhitchevan, la plupart des traces de la culture arménienne ont commencé à être effacées depuis plusieurs années. Est-ce que ça a commencé déjà en Artsakh? Complètement, ça a commencé même sous leurs yeux durant le blocus. Durant le blocus, il y a déjà des tombes qui avaient été pillées, d'où de ces réfugiés qui a complètement essayé d'effacer les traces de cette tombe. Il y a des tombes qui ont été pillées, il y a des monuments religieux qui sont tagués, qui sont détruits. C'était sous leurs yeux avant même leur exode. Et alors, est-ce que vous pouvez décrire cet état d'esprit de ces personnes qui fuient leur terre natale? Comment vivent-ils cela, sachant qu'ils sont obligés d'effacer même l'emplacement des tombes de leurs proches? Dans un premier temps, ils sont dans un désarroi total. Ils ont beaucoup de mal à prendre conscience de leur avenir. Ils ne savent pas forcément ce qui les attend. Ils arrivent effectivement, certes, dans un territoire frère. Ils reviennent en Arménie, du moins. Ils reviennent parmi les leurs, entre guillemets. Mais effectivement, ils reviennent sans rien. Ils ont absolument tout perdu. C'est-à-dire que, hormis la valeur monétaire ou l'argent, c'est surtout la valeur sentimentale. Ils perdent une maison ancestrale, encore une fois, où leur famille a grandi, où ils ont toujours grandi. Aujourd'hui, nous, on est parisiens, donc on a un peu moins cette attache territoriale. Mais ils sont complètement attachés à leur terre. C'est là où toute leur famille a grandi, c'est là où tous leurs souvenirs se sont construits, c'est complètement leur patrimoine. Donc ils perdent absolument tout leur patrimoine. Est-ce que certains réfugiés d'Artsakh vont directement, entre guillemets, sauter le pas de l'Arménie et aller directement rejoindre la diaspora arménienne en Europe, dans différents pays? Non, c'est ce que je vous disais, c'est que la plupart de ces réfugiés veulent rester en Arménie. Ils sont arméniens, ils sont attachés à leur terre, à leur culture, ils veulent absolument rester en Arménie. Et quel est le rôle ou les actions de la diaspora? Alors vous êtes retourné, vous êtes né en Arménie, il me semble, Armand Alexanian. Est-ce que la diaspora française et européenne, comment s'est-elle mobilisée pour les Arméniens du Haut-Karabakh? C'est la chose qui m'a le plus surpris en arrivant à l'aéroport de Yerevan. Moi, effectivement, j'y suis retourné après 23 ans d'absence, puisque j'étais français, je suis resté en France, et là, je me suis décidé à y aller. Je me suis décidé d'ailleurs par un ami franco-arménien également, qui m'a appelé, qui m'a dit « faut qu'on fasse quelque chose ». Je lui ai dit, moi je sais faire des documentaires, allons faire un documentaire. D'accord. Voilà. Mais effectivement, arrivant à l'aéroport de Yerevan, il y avait énormément d'Arméniens de la diaspora mondiale. Il y a Garen qui est un cinéaste de Los Angeles, un cinéaste américain qui est venu également tourner un court-métrage sur cet événement. Il y a vraiment une grande partie de la diaspora mondiale qui s'est retrouvée en Arménie pour revenir en aide aux réfugiés, chacun à leur manière.
Oui, d'autres exemples de personnes de la diaspora arménienne qui se sont mobilisées comme ça, que vous avez croisées sur place? Beaucoup de Franco-arméniens qui sont venus également apporter une aide humanitaire, donc tout simplement en apportant des vivres, en apportant des vêtements, parfois même avec leur propre argent, c'est-à-dire que sans le biais d'associations. Il y a beaucoup d'initiatives personnelles aussi. C'est ce qui crée le problème de coordination dont on parlait tout à l'heure aussi au niveau des aides, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui y vont et qui préfèrent aider par eux-mêmes plutôt que de se tourner vers des associations. Il y a un manque de confiance envers les ONG de la part des Arméniens. Il y a un manque de confiance énorme envers les ONG, surtout depuis les événements de l'Artsakh, c'est que beaucoup estiment avoir énormément donné, mais n'ont jamais compris où allait cet argent. Et ils partent du principe qu'il vaut mieux aider soi-même plutôt que de se tourner vers une organisation. Ce qui crée, comme je disais, ces problèmes de coordination entre les différentes aides. Ok, et où en est la force, les forces de paix russes? Est-ce que vous avez croisé ces forces de paix russes ou elles sont déjà totalement absentes des zones et de la frontière arménienne? Alors, on en a croisé à la frontière vers Goris, donc la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Ils sont complètement spectateurs, c'est-à-dire que ce sont des soldats qui sont là et qui n'interviennent pas, qui ne font rien, ils sont juste garants d'une frontière. Et pourtant, certains ont été victimes d'attaques azéries. Alors ça, c'est des témoignages que j'ai recueillis aussi. Effectivement, il y aurait eu des soldats russes qui ont été victimes, en tout cas de soldats azéris aussi. Voilà. Alors le Haut-Karabakh sera officiellement dissous le 1er janvier prochain. Quel est le sentiment pour les Arméniens? Est-ce que c'est un échec de leur part, eux qui ont récupéré cette zone dans les années 90? Comment récupérer? C'est-à-dire qu'ils ont des séparatistes qui militairement ont pris possession de ce territoire, du moins ont déclaré cette république autonome d'Artsakh. Quel est le sentiment des Arméniens face du coup à la perte de ce territoire qui avait été pris dans les années 90? Une énorme incompréhension, tout d'abord. Il y a le cimetière de Yerevan que j'ai eu le temps de visiter. Il y a 30% de ce cimetière qui est composé aujourd'hui de jeunes soldats, donc j'entends jeunes entre 18 et 25 ans. 30% de ce cimetière, ce sont de jeunes soldats qui sont morts pour récupérer effectivement ces terres, en tout cas pour les consolider. Et aujourd'hui, il y a effectivement une incompréhension totale et une colère aussi vis-à-vis du gouvernement arménien qui aujourd'hui accepte cet abandon qui sera acté effectivement en janvier 2023. Ils ne comprennent juste pas qu'on ait pu aujourd'hui abdiquer ces terres. Il y a une colère et une incompréhension. Alors enfin, est-ce que la population, quel sera parce que l'Arménie avant ces événements avait été le théâtre d'une révolution de velours avec l'arrivée au pouvoir de Nicole Pachinian. Est-ce qu'ils ont l'impression que tout ça a été totalement inutile? Et politiquement, qu'est-ce qui se prépare d'après vous? Alors politiquement, selon les différents témoignages que j'ai recueillis, il y a parfois une volonté aussi de réaliser un renversement, de renverser en fait le pouvoir en place, parce que encore une fois cette défaite ne passe pas. Il y a eu beaucoup trop de sang versé selon eux pour abandonner ce territoire. Aujourd'hui, la situation même politique interne est très 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 compliquée. Il y a des contestations qui se sont levées alors que Pachinian a été effectivement, comme vous l'avez rappelé, élu plutôt confortablement. Mais aujourd'hui, il y a une vraie opposition qui est en train de se créer de différentes manières. J'ai eu la chance d'interviewer un des opposants de Pachinian qui vraiment le déclin pour lui de la politique de Pachinian, c'est cet abandon. Cet abandon, il lui est extrêmement reproché. Non pas forcément ses différentes positions politiques ou géopolitiques, mais vraiment cet abandon du territoire de l'Artsakh. Très bien, merci beaucoup Armand Alexanian. Vous êtes l'ancien directeur de Omerta Média et fondateur d'un nouveau média, Témoin, qui sera lancé avec ce documentaire sur l'Arménie.